Bonsoir. Le coût du nouveau péage Abidjan-Grand Bassam provoque des grincements de dents au sein de la population ivoirienne. Sur le plan économique, les acteurs politiques sont à couteau tiré sur le niveau de la dette publique de la Côte d'Ivoire qui ne cesse de s'accroître. Et pour couronner le tout, la saison des pluies est là avec son lot d'inondations et de sinistrés. Les Ivoiriens doivent-ils s'inquiéter devant cette conjoncture? Notre émission du jour sera entièrement consacrée à toutes ces situations que traverse la population. Analyse pertinente et débat constructif, ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Bonsoir. Je vais la reprendre encore. Bonsoir. Bonsoir Edith. Bonsoir. Ce soir, c'est remplacement basket. Donc, malheureusement, on a André Bois qui ne se porte pas bien. On a également Brice Hano qui ne se porte pas bien. Et aujourd'hui, ce soir, c'est moi qui les remplace. J'espère qu'en finissant cette émission, je me porterai également bien pour demain. Comment vous allez, Élisée? Super bien. Les femmes d'abord, oui, bien sûr. Sont aux commandes ce soir, donc je prends directement la parole pour soutenir Edith. Dans cette émission. C'est ça. On l'avait déjà expérimenté une fois, ça avait très bien marché, donc je sais que ce soir encore, comment tu vas, ce sera magnifique. Ça va très bien, Edith. Ok. Élisée? Eh bien, je vais très bien, Madame Edith Broubleu. J'aime bien quand tu appuies sur Madame Edith Broubleu. Ça me fait un peu bizarre, comme je le disais hier. Je le disais à André, ça me fait bizarre de le voir là. Ben, ça porte malheur. Hein. Non, Alain, il a placé ça. Non, pas du tout. Mais c'est avec grand plaisir, en tout cas, que je te vois assise là. Et puis, j'ai entièrement confiance que ça va très bien se passer. Bravo et félicitations. Et le fauteuil a été sanctifié par... C'est bon à savoir. Alain? Ben, écoutez, moi, je pense que c'est la saison des mutants. Parce qu'avant-hier, on a vu André. Avant lui, c'était Brice avec une autre corpulence. Et puis André. Et puis, subitement, là, c'est le Et là, c'est une femme. C'est la robe. Jupon, ouais. Ben, bienvenue. Hein. Merci beaucoup. Et bonne chance. Peut-être que d'ici en fin de semaine, c'est Alain qu'on verra là-bas qui Ah non, surtout pas. Tout est possible. Et ce soir, pour nous accompagner dans ce débat, nous recevons notre très cher Geoffroy Kwao. Oui. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, merci. Je me sens vraiment bien en famille. On est toujours heureux de vous accueillir ici, dans cette famille. C'est vraiment gentil. Alors, aujourd'hui, le thème principal, c'est la dette extérieure. La dette extérieure, le coût du péage, les inondations également. Est-ce que les Ivoiriens doivent s'inquiéter? On va en parler dans le petit débat et c'est tout de suite. Alors, depuis quelques jours, on a les partis d'opposition, dont le PPACI et le PDCI, qui mettent un peu l'alarme sur la dette extérieure. Donc, la dette de notre pays parle de surendettement de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire, à l'heure actuelle, que la Côte d'Ivoire est surendettée? Élisée? C'est une vraie colle. En tout cas, tout le monde sait, hein, et ça, je ne m'en cache pas, je ne suis forcément pas le spécialiste en termes économiques. Pour ce qui est de savoir si la Côte d'Ivoire est surendettée, peut-être que les économistes les plus aguerris sauront nous donner plus d'informations à ce sujet, notamment avec des chiffres à l'appui. Non, je viens avec des chiffres à l'appui. Ce que je sais, je crois que la dette de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est située à un peu plus de 20 000 milliards. C'est ce qu'on nous fait croire. Mais je voudrais juste m'appuyer sur l'expertise vraiment de quelques économistes quand même qui, eux, peuvent se targuer, en tout cas, de savoir ce que c'est que la chose économique. Sur ce plateau ici, il y a quelques semaines de cela, nous recevions M. Stanislas Zézé, voilà, le président de Bloomfield Investment Corporation, voilà, qui est, en tout cas, pour tout le monde le sait, un des experts en matière d'économie sur la place, qui nous disait que, en réalité, le stock de la dette, c'est-à-dire en termes de montant, ça ne veut absolument rien dire. Et il avait expliqué pourquoi. Parce qu'il disait, par exemple, que quand vous prenez des pays comme le Japon, qui est le pays le plus endetté au monde, avec 250% de son PIB de dette, donc vous imaginez combien la dette est, mais il a dit qu'en fait, ce n'est pas le stock qui parle de surendettement, mais c'est qu'est-ce qu'on fait en réalité de la dette, et surtout du service de la dette, parce que c'est surtout ça. Il ne s'agit pas juste de prendre de la dette et s'endetter à outrance
sans qu'on ait la possibilité, avec les fondamentaux économiques qu'on a, de pouvoir assurer le remboursement, c'est en cela qu'on parle effectivement d'un pays qui est surendetté ou bien qui est un pays qui est en difficulté de paiement. Mais quand on a une dette qui peut sembler peut-être faramineuse aux yeux des gens, mais qui, au regard des fondamentaux économiques dont on dispose, peuvent permettre de pouvoir faire face au service de la dette, ce qu'on appelle le service de la dette, c'est le remboursement de la dette, aussi bien la dette interne que la dette externe. Quand on a des fondamentaux qui peuvent permettre de le faire, en réalité, on ne peut pas outre mesure, s'alarmer en réalité. Et c'est un peu le cas peut-être de ces pays occidentaux, parce que le Japon, il disait par exemple, quand on note 250% de dette, mais quand on regarde dans le fond... La dette représente 250% de son du PIB. PIB. Voilà, la dette représente 250% de son PIB. Mais quand on regarde en réalité, le Japon n'a pas matière à s'inquiéter parce que le Japon est endetté, mais ceux qui ont endetté le Japon, c'est sa population. C'est-à-dire qu'il a emprunté auprès de sa population. Donc, en réalité, là, les fondamentaux économiques lui permettent vraiment de faire face à cette dette-là. Ce n'est pas vraiment un sujet de souci. Donc sur cette base-là, je peux déjà dire que, effectivement, en termes de stock, c'est-à-dire quand on le regarde de façon, je dirais, littérale comme ça, on peut dire qu'il est quand même faramineux parce que à plus de 20 000 milliards de dettes, ça peut paraître faramineux. Mais en même temps, ces économistes-là nous rassurent, nous disent que les fondamentaux économiques dont dispose la Côte d'Ivoire peuvent permettre effectivement de pouvoir faire face à ce service de la dette-là. Donc, on ne peut pas parler vraiment d'une dette inquiétante. OK, peut-être qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Que cette dette-là aussi représente, on a cette dette-là aussi, on est autour de 45, je crois, 45% et 50% du PIB actuellement. Okay. Ce qui est, selon leur propre terme, raisonnable au regard de la norme communautaire qui est autour de 70%. Je vais passer la parole au politologue. Élysée dit, selon les économistes, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais les différents partis politiques ont sonné l'alarme. Déjà, pour les spectateurs qui nous écoutent ce soir, c'est quoi la dette? La dette et le surendettement. Oui, c'est simple. Vous savez que l'État est un acteur économique, au même titre que les ménages, les entreprises. Et lorsque l'État veut financer son économie, veut financer son social, il regarde dans sa trésorerie. Et lorsqu'il voit qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer l'économie, pour financer son social, il va donc voir d'autres États ou bien des organisations internationales ou des institutions financières, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds. Et il va évidemment leur demander de l'argent. Évidemment, lorsque ces institutions, ces États prêtent de l'argent à l'État, l'État est tenu de les rembourser selon les termes du contrat. La question inaugurale ici est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la dette. Comment elle est utilisée. Comment il est utilisé. Et comment on rembourse la dette. Et comment on rembourse cette dette-là. Alors, la dette, c'est comme, prenons le cas d'un ménage. Vous avez besoin d'argent, par exemple, pour mener une activité économique. Ouvrir un magasin. Le magasin, étant une activité économique, va générer de la richesse. Donc, un revenu qui va vous permettre de rembourser le prêt que vous avez contracté. Mais si vous prenez par exemple la dette pour acheter une voiture pour votre usage personnel, il est évident que cette voiture ne va pas vous procurer de l'argent, bien au contraire des dépenses. Oui. Ce qui suppose que vous aurez des difficultés à rembourser la dette. Donc tout dépend de l'utilisation que fait l'État de la dette contractée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Est-ce qu'on a une bonne utilisation de la dette en ce moment dans notre pays? À l'observation, oui. Parce que nous voyons que la Côte d'Ivoire est en chantier, surtout avec énormément d'infrastructures économiques, sociales et autres. Donc, évidemment, les unes génèrent des revenus, les autres non. Mais évidemment, ça permet de créer l'équilibre dans la gouvernance politique. Est-ce qu'on peut revenir sur la sortie du ministre Mamadou Touré, donc à Seitafla, et qui disait, pour répondre en tout cas aux détracteurs sur le surendettement de la Côte d'Ivoire, qui disait en réalité, ils ont honte, ils sont historiens, nous sommes économistes. Est-ce que vous pensez que cette sortie est appropriée? Est-ce qu'elle se veut rassurante comme explication? Écoutez, c'est juste une réponse politique, parce que le débat de fond, c'est déjà le décor qu'a posé Geoffroy, c'est d'abord l'utilité, l'efficacité, l'usage qu'on fait de la dette, et puis surtout la soutenabilité. C'est-à-dire que quand on emprunte, est-ce qu'on a les moyens, la capacité de faire face au service de la dette, donc à payer les échéances régulières. Moi, je voulais juste nous ramener un demi-siècle plus loin. En 1970, le rapport par rapport au revenu national brut était d'environ 3%. Ensuite, il est passé en 82 à 21%, donc le service de la dette.
Et c'était la période des ajustements structurels. Et la Banque mondiale, le FMI ont pris prétexte de cette situation économique des pays africains pour les mettre sous ajustement structurel, privatiser les fleurons de nos économies africaines au service de l'eau, de l'électricité et autres. Et ensuite, à partir de 2009, le rapport tombe à 4%, c'est-à-dire de l'ensemble des revenus, donc de l'achat produite par le pays. La dette représentait 4,8%. Sous Laurent Gbagbo, c'était autour de 10%, donc quand il entre dans sa gouvernance en 2000, ensuite 6,2% en 2001, 4,3% en 2003, c'était aussi dû à la politique qu'ils ont appelée le budget sécurisé, évidemment, qui permettait à l'État de ne dépenser que ce qu'il était certain de faire entrer dans ses caisses. Exactement, de générer. Voilà. Et en 2004, on tombe à 2,6%. En 2006, 1,6%. Cela remonte ensuite en 2009 à 4,8%. Et au moment où il quitte le pouvoir, ce ratio est d'environ 3,1%. Et le président Ouattara, en 2015, par sa politique, ramène ce rapport à 1,8% de la dette. Et aujourd'hui, il y a 2 ans, les dernières statistiques, 4,1%. Donc, je pense que, comme Geoffroy l'a indiqué, il y a quand même, on dit, une gestion un peu parcimonieuse de tout cela. Des efforts sont faits. Parce qu'on a besoin d'emprunter de l'argent sur le marché régional ou bien sur le marché international, parce qu'on a besoin de se développer. Si vous voulez construire des universités, bâtir des routes... Comment on rembourse tout ça? Parce qu'on a vu ces dernières années les différents régimes fiscaux qui ont été modifiés. On a l'impression que les entreprises sont de plus en plus taxées. Comment on arrive à rembourser cette dette? Sur quoi on se base pour faire ce remboursement? Mais ce n'est pas l'ensemble des efforts qui sont faits par à la fois les contribuables, les travailleurs, les entreprises et autres. Il faut aussi relever que dans un secteur qui est très informel, comme c'est ce que j'allais dire. La principale difficulté de notre pays, qui est propre aussi à l'ensemble des pays du continent, en tout cas la plupart des pays, c'est la difficulté à collecter l'impôt et les taxes, puisqu'on n'a pas encore trouvé la bonne formule pour permettre à une majorité de citoyens ou même d'entreprises de contribuer, de participer, donc d'apporter leur part à la construction du pays. Donc c'est tout cela qui oblige nos gouvernements à se tourner vers des partenaires bilatéraux ou multilatéraux comme la Banque mondiale, le FMI, pour aller chercher l'argent dont on a besoin pour construire un hôpital à Zouaoumien ou une université à Daloa ou même bâtir les stades de football, etc. Donc je pense que c'est un pays, c'est comme un organe humain, c'est comme un être humain. Il a besoin aussi, quand il n'a pas les ressources, de se tourner vers le voisin ou la voisine pour trouver les fonds pour mener une activité. Est-ce que les populations, je parle des partis politiques, est-ce que les populations ont raison de s'inquiéter? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire quand j'entends, en tout cas, toute cette pédagogie qui a été faite par Élisée, Alain et Geoffroy, c'est tout simplement déjà qu'il y a un réel besoin d'éducation, non pas des partis politiques, mais de la population elle-même. Parce que finalement, on a l'impression que son opinion et sa connaissance est pas mal manipulée par des partis politiques. Non, mais après, le problème, le problème, c'est que nous sommes dans une situation où on a vécu, malheureusement, on a vu, on a assisté à comment je peux dire, des détournements. Il y a eu des détournements au niveau de certains EPN, établissements publics nationaux. Ce qu'on remarque, il y a eu des problèmes de mauvaise gouvernance, donc souffrait que les populations ivoiriennes se posent des questions. Oui, mais là, on est sur quand même des arguments qui ne sont pas fondés sur des chiffres qui sont pertinents. On prend comme ça un chiffre qui paraît gros, on l'affiche et on effraie tout de suite la population en lui disant voilà, il y a un risque, il y a un surendettement, la dette est mal gérée en Côte d'Ivoire, mais on n'apprend pas à la population même déjà ce que c'est que le surendettement, la dette d'un pays, etc. Donc finalement, les partis politiques, j'ai envie de dire les opposants, ont le droit de critiquer la gouvernance actuelle, mais encore faut-il que ces critiques soient constructives et pertinentes et qu'elles ne viennent pas empiéter sur le bon raisonnement des populations. Donc ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, on a des chiffres, mais moi, je suis contente qu'on ait ce travail d'éducation sur ce plateau parce que finalement, on comprend que bon, le chiffre, il est gros, mais derrière, ce qui compte, ce n'est pas. On prend le cas, par exemple, des États-Unis. C'est une super puissance de l'endettement. On est à plus de 30 000 milliards de dollars d'endettement aux États-Unis.
personne ne met la barre au rouge. Les agences de notation financière et même le FMI ont situé la Côte d'Ivoire dans une zone plutôt modérée en termes d'endettement. On n'a aucun signal qui sont alarmants sur cette question. Donc, comment est-ce que deux partis politiques peuvent envoyer ce type d'informations qui ne sont pas fausses, mais qui sont incomplètes et qui sont vouées à créer une forme d'insécurité dans la On peut parler de jeu politique aussi. Oui, en même temps, mais c'est bien sûr un jeu politique. Chacun voit midi à sa porte. Bien sûr. Si le PPACI estime que 21 000 milliards de dollars, non, de francs CFA, oui. C'est énorme, mais c'est aussi le jeu politicien. Voilà, parce que quand on n'a pas choisi de critiquer sur tel aspect, par exemple sur le péage, on ne les a pas beaucoup entendus, ils préfèrent plutôt parler, par exemple, reviendra sur le péage, voilà, oui. de la dette. Donc, bon, je veux dire, chacun essaie de construire son discours politique pour faire le plus mal possible à l'adversaire. Non, mais encore Oui, ce discours en fait, politique, il faut qu'il soit fondé sur des chiffres qui sont Oui, mais les pertinents. chiffres sont là. Et faut que Mhm. ce discours éduque la population et non pas que ce discours mette dans la tête de la population des choses qui ne sont pas forcément... Vous parlez de surenchère. Oui, ce qu'il faut noter, c'est que ce débat est politiquement avantageux. Pour une fois, nous sortons des guéguerres de personnes, etc. Et on va sur des questions de fond, on va sur les idées. Et là, nous sommes dans l'idéologie. Pour les uns, il faut compter sur les valeurs endogènes, les richesses endogènes pour financer l'économie et le social. Pour d'autres, il faut sortir, il faut aller à l'extérieur, les choses, chercher des richesses exogènes pour financer. Nous sommes purement dans l'idéologie, nous sommes dans la politique. Et là, il faut s'en féliciter. Pour une fois, les hommes politiques ivoiriens font de la politique et pour nous, politologues, c'est du pain béni. Maintenant, la limite, effectivement, d'évoquer ces sujets, c'est que quand on regarde la réalité, on est forcément obligé de se tourner vers l'extérieur. Oui, évidemment. Dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, je ne vois pas quel gouvernement mettra en œuvre une politique sociale. Non, il y a toujours une alternative en politique. Il y a toujours une alternative. Forcément, mais... Selon la posture idéologique qu'on prend. Bien sûr. Et là, le PPACI fait bien. Il joue son rôle de contre-pouvoir. Oui. L'opposition, c'est un contre-pouvoir. Bien sûr. Et évidemment, le pouvoir agit. Et c'est là où on veut les entendre, finalement. Et évidemment, le jour des élections, le peuple va arbitrer en tranchant pour dire, bon, vous avez raison. Nous pensons que la question de la dette est une question extrêmement dangereuse. Elle est trop élevée. Donc, nous ne vous donnons plus le pouvoir. Nous allons donner le pouvoir à ceux qui vont moins nous endetter. Ou bien, nous pensons qu'en nous endettant, vous nous amenez vers le développement. Je vais quand même terminer. Je veux dire, bon, effectivement, c'est un débat intéressant. Pour une fois qu'on sort des débats autour des leaders charismatiques, évidemment. Bon, on a quand même fait une petite avancée. Mais en même temps, par rapport à certains pays africains qui gagent les ressources naturelles pour s'endetter, je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas encore, en tout cas, choisi cette politique-là. Oui. Beaucoup de pays africains aujourd'hui engagés sur 20 ans, 30 ans, 50 ans les ressources de leur sol et autres, mais les ressources pétrolières pour quand même emprunter de l'argent. Donc, je pense que quand on fait la critique, il faut aussi souvent mettre aussi en perspective un certain nombre de choses. Contrebalancer. Élisée, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation comme celle de la Grèce où on serait en défaut de paiement? Dans quel type de situation on pourrait se retrouver? Est-ce que ça pourrait arriver? Bon, là encore, vous me posez une question extrêmement délicate parce que ça, il faut des perspectives qui pourraient être élaborées vraiment par des économies sur, disons, une quinzaine, vingtaine. C'est des choses qu'on essaie d'entrevoir à longue portée, en fait. Ce qu'on peut se projeter à longue portée. Mais à ce niveau, je pense que il y a quelque chose quand même qui est important à relever. Je suis d'avis avec Geoffroy lorsqu'il dit par exemple que vraiment ça contribue à la vitalité politique. En tout cas, dans les échanges, dans les idéologies, on essaie plus ou moins d'aller argument contre argument et de faire avancer les choses. C'est une bonne chose. Mais je crois aussi que l'une des choses qui est de notre responsabilité, je pense, c'est d'amener aussi les citoyens à comprendre un peu comment fonctionne l'État sur un certain nombre de ces aspects. C'est-à-dire en sortant vraiment des argumentaires politiques pour essayer de leur dire ce qui peut être aussi la réalité. Et c'est en cela que notre exercice devient délicat. Parce qu'il faut quand même qu'on s'informe, qu'on se renseigne, qu'on fasse vraiment de la vérification pour mettre à la disposition des citoyens un certain nombre d'informations qui leur permettent de savoir en réalité comment l'État fonctionne. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire généralement sur ce plateau. Maintenant, sur la question de savoir, est-ce qu'il y a lieu de craindre par rapport à ce qui va se faire bientôt? Aujourd'hui, moi, je pense que le monde, il est organisé. Moi, de ma position où je suis, je peux me lever et raconter tout ce que je veux. Mais je pense que le monde est organisé de sorte qu'il y a des institutions
des institutions, des organisations qui, elles, ont la responsabilité au regard d'un certain nombre de standards et d'éléments de pouvoir dire que cette économie-là est en progression, cette économie-là est en baisse, et c'est des indicateurs que ces institutions-là regardent. Et si je veux m'appuyer sur le rapport de ces institutions-là aujourd'hui, je peux dire que la situation économique de la Côte d'Ivoire est reluisante. En tout cas, si, je dis bien si je veux m'appuyer sur ces institutions qui, elles, en réalité, sont des institutions qui ne sont pas des institutions dirigées par des autorités ivoiriennes, mais des institutions qu'on pourrait dire indépendantes et mondiales, comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, comme le Doing Business, comme un ensemble vraiment de mécanismes qui nous dit qu'aujourd'hui, la situation économique de la Côte d'Ivoire est reluisante dans la mesure où, quand on prend en termes des économies, on voit ce que la crise sanitaire a provoqué. Tout le monde pratiquement était en récession. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a subi un certain coup, mais est restée autour de 2% de croissance. Ça encore, on me dira, bon, croissance, on en parle à tout moment. Est-ce qu'on le voit réellement? Est-ce que les Ivoiriens on veut voir les effets et autres, tout ça. Oui. Voilà. Mais en même temps aussi, je veux rebondir un peu sur ce que disait Geoffroy, qui est juste pour moi. La dette, c'est en réalité, toute son importance réside dans ce qu'on en fait. C'est ça. Aujourd'hui, vous avez posé une question qui était pour moi pertinente. Comment on rembourse cette dette ou bien comment on la règle? Mais moi, je peux prendre quelque chose peut-être banal, mais qui a tout son sens. Aujourd'hui, on sait que l'État tire ses recettes des impôts et des recettes fiscales, en fait, des impôts et des recettes douanières. C'est de là-bas que l'État tire généralement mais les impôts et les recettes douanières, qui les payent? C'est généralement les acteurs du secteur privé, c'est-à-dire ceux qui font des affaires. Mais ceux qui font des affaires ne s'installent pas dans un pays où il n'y a pas la sécurité pour qu'ils puissent faire leurs affaires. Ils ne s'installent pas dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure qui puisse leur permettre de pouvoir convoyer leurs marchandises, exercer comme il se doit. Donc je pense que quand on prend de l'argent, qu'on investit dans des infrastructures, par exemple routières, qui permettent donc de développer une logistique, on invite implicitement les opérateurs, les investisseurs à venir s'installer parce qu'ils ont là sur place, la logistique leur permettra d'exercer leurs activités. Et donc, ceux-là pourront payer. A parlé d'addiction à la dette. Est-ce qu'au final, c'est vrai que la dette est nécessaire pour un État, pour financer un État, pour financer les infrastructures d'un État, mais est-ce qu'au final, on n'est pas dépendant de cette dette? On n'est pas dépendant de ces institutions que sont le FMI ou la Banque mondiale pour financer nos économies? Mais Edith, c'est un choix qu'on fait. Ce n'est pas une addiction en soi. C'est ce que demande en tout cas l'idéologie qu'on a choisi de suivre pour la gouvernance du pays. Si on a choisi de se développer, il faut comprendre qu'il y a une corrélation entre l'endettement et le développement. Et la Côte d'Ivoire en est le parfait exemple. On s'endette de plus en plus, si vous voulez. On est addict à la dette, comme certains le disent, mais on est aussi addict au développement, parce qu'on voit des choses sortir de terre. On voit des choses se faire. On a des chiffres qui en témoignent. Ça s'explique par le fait que nous n'avons pas de richesse nationale assez consistante. Quand vous prenez un pays comme la France, on a une économie extractive déjà. Justement, quand vous prenez un pays comme la France, qui est endetté à près de 115% de sa dette, ce qui n'est pas de son PIB plutôt, ce qui n'est pas notre cas. Mais le problème, c'est qu'en France, la dette, elle est d'abord intérieure. Parce qu'il y a de grosses entreprises au Japon, parce qu'il y a de grosses entreprises qui peuvent prêter de l'argent à l'État. Et comme je vous l'ai dit, pour faire simple, pour que nos téléspectateurs nous comprennent, c'est quoi? Moi, j'ai des problèmes, des difficultés. Je veux financer une activité économique pour, évidemment, augmenter mes fins de mois. Le premier réflexe que j'ai, c'est de me tourner vers mon épouse. Si elle peut m'aider, tant mieux. À défaut, un frère, un cousin. Si mon épouse, mon frère, mon cousin ne peuvent pas m'aider, mais je vais à l'extérieur. Oui. Voici la question inaugurale. Donc, comment faire pour qu'on ait des richesses internes? Et là, il faut mettre l'accent sur les 3 secteurs, surtout l'agriculture. Vous savez, ce qui est développer des champions nationaux aussi. Oui, non, ça c'est du mimétisme. Le secteur de l'agriculture, c'est du mimétisme. Je suis d'avis avec lui. Oui, nous sommes le premier pays producteur de cacao. Oui. Au monde. Le cacao, exactement. Toujours, on nous dit qu'on va créer des sociétés de transformation du cacao. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, tous les gouvernants, on voit quoi? Est-ce que vous consommez du cacao? Comment se fait-il que... Je consomme du chocolat, mais pas du chocolat produit ici. La majorité des Ivoiriens ne consomment pas du cacao. Pourquoi, depuis 60 ans, on n'a pas pu créer un marketing politique pour amener les Ivoiriens à consommer ce qu'ils font? Je vais vous donner un exemple. Une appropriation. Sortons des conceptions savantes pour ne pas perdre les téléspectateurs. Moi, je produis de l'attiqué. Vous produisez de l'igname. Mais moi, l'attiqué, c'est mon totem. Je produis de l'attiqué, mais l'attiqué, c'est mon totem. Je ne mange pas de l'attiqué. Oui. Si je mange, bon, je ne sais pas. Mais j'ai dit que c'est mon totem. Il est évident que vous allez l'acheter moins cher parce que vous savez que je n'en ai pas besoin. C'est ça. Et moi, comme vous produisez de l'igname et que je suis un grand mangeur d'igname comme tout bon Agni, il est évident que vous savez que j'en ai besoin, donc vous allez augmenter le prix. C'est l'une des raisons qui explique
le thème de l'échange. Donc, Nous produisons ce que nous ne consommons pas. Et dites juste C'est bon, juste un on petit va détail. partir à la pause rapidement. On continuera le débat. Il est temps pour nous de marquer une petite pause. À tout de suite. De retour sur notre plateau pour aborder le prochain sujet, et c'est un sujet qui crée la polémique depuis quelques jours déjà, le sujet du péage. On en a parlé, on en a débattu ici avec mes très chers collègues chroniqueurs. Est-ce que vous pensez qu'au vu de la grogne des populations, la grogne sociale concernant les prix, est-ce que vous pensez que l'État de Côte d'Ivoire va certainement à un moment donné plier? Geoffroy. Oui, il faut dire que la question du péage pose 3 problèmes. Un problème d'abord juridique, ensuite économique et enfin social. Sur le plan juridique, quel est le statut de la route? Le statut juridique de la route. La route fait partie de ce qu'on appelle le domaine public, c'est-à-dire un bien qui appartient à l'État et dont l'usage est ouvert au public et dont le fonctionnement et l'affectation est marqué par ce qu'on appelle la gratuité. Vous comprenez bien? Or là, ça pose problème. Ce n'est pas gratuit, c'est payant, alors que ça fait partie du domaine public. Oui. Parce que c'est l'État qui gère. Sur le plan économique, nous sommes là dans l'idéologie politique. Nous sommes dans le capitalisme, c'est-à-dire le libéralisme. Économique. Vous voyez? Que veut le libéralisme? C'est la compétitivité économique. Et la compétitivité économique suppose quoi? Permettre aux acteurs économiques d'être compétitifs par une politique économique marquée par la défiscalisation. Vous comprenez bien? Donc, moins d'impôts. Moins d'impôts pour permettre aux acteurs économiques, les ménages, les entreprises, de pouvoir avoir plus de répondants économiques. Or là, en l'espèce, en fixant le prix à 1000 francs, c'est un véritable impôt sur l'infortune. Mais je vais Pourquoi sur l'infortune? vous reprendre, Geoffroy. On a parlé tout de suite d'endettement, de dette. On cherche des ressources pour rembourser cette dette. C'est vrai que la gratuité, l'État a le devoir d'offrir, de proposer des routes qui fonctionnent, qui sont en bon état. Mais comment on entretient ces routes si on est surendetté? Oui, Où on trouve les ressources pour pouvoir les entretenir? Oui, mais c'est pourquoi il faut faire la différence dans la gestion de l'État des activités génératrices de revenus et des activités sociales. Si pour aller chez moi, pour aller au travail, je dois payer, nous sommes dans un État marchand. Regardez, dans la rhétorique gouvernementale, les éléments de langage, les autorités disent quoi? Vous voyez, voici l'ancienne route, elle est toujours ouverte. Vous pouvez l'emprunter si vous n'avez pas d'argent pour emprunter le péage. Mais ça crée, et c'est là le volet social, le problème social, ça crée une discrimination. C'est-à-dire que les plus aisés vont prendre une route et les moins aisés vont prendre une autre. Ça crée du communautarisme social dans cet État-là. Je pense que ce que l'État doit faire, et là ça pose encore un problème politique. Vous voyez, la politique c'est quoi? Gouverner c'est quoi? C'est écouter la population. À l'évidence, la population n'est pas d'accord avec le L'État de Côte paysage. d'Ivoire n'écoute pas les populations en ce moment? Que dit la population aujourd'hui au regard de ce que nous voyons partout? C'est que la population ne veut pas payer les 1000 francs. Pense que les 1000 francs sont assez et élevés. Et donc l'État doit écouter. Si l'État est à l'écoute de la population et si le marqueur de l'État, c'est le contrôle citoyen. C'est-à-dire, si l'État ne regarde pas les institutions internationales et les satisfait pour dire que je gouverne bien, mais regarde la réaction et le comportement, le bien-être des Ivoiriens pour dire je gouverne bien, je pense qu'il faut revenir sur cette question. Alain, vous pensez que les populations ont boycotté effectivement le péage depuis son ouverture, depuis la fixation des prix? Bon, déjà, c'est le début de la saison des mécontentements entre le péage et Le bal est ouvert. Ouais, le bal est ouvert. Je ne sais pas s'il s'agit de boycott, mais toujours est-il que c'est un démarrage plutôt timide au niveau de la fréquentation de ce péage-là. Le fait principal, c'est l'absence de dialogue et d'anticipation, parce qu'on ne peut pas imposer des tarifs sans avoir même consulté et la population et puis même faire des sondages. Aujourd'hui, l'étude d'opinion est un outil de gouvernance. On fait des sondages, on essaie de voir ce que la population est en mesure d'accepter ou pas. Or là, on a l'impression qu'on a une forme de navigation à vue et quand les eaux sont un peu hautes, on dit bon, on attend et puis après, quand il y a une accalmie, on avance. Et puis, excusez-moi, mais l'arrogance avec laquelle l'un des ministres s'est exprimé sur cette question
imputant même au chef de l'État le ministre de l'Équipement et de l'Entretien le choix routier. des prix, Ouais, comme si le président n'avait rien d'autre à faire qu'à fixer le prix des ignames, enfin des fruits et légumes et, C'est et trop du fort, péage, c'est trop etc. fort, Alain. Non, mais Oui. écoutez, C'est trop fort. quand on est dirigeant, on doit avoir pour Assumer. souci de respecter les citoyens qui sont les contribuables. Parce que là, la question que pose de façon générale les péages, c'est que le contribuable qui paye de sa poche pour qu'on construise l'ouvrage doit encore repayer derrière pour l'utiliser. Mais en même temps, ce n'est pas une exception On parle ivoirienne. d'entretien. Oui, non, mais j'arrive. Même en Russie, il y a des péages. Pays ex-communiste, socialiste, mais qui est aujourd'hui même l'un des champs du libéralisme. J'aimerais intervenir, c'est que, oui, c'est vrai que souvent, Voilà. il faut faire appel à des comparaisons pour voir les choses. Mais si on veut aller comme ça, mais attention, nos pays ne sont pas... En France, par exemple, les chômeurs sont payés. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les chômeurs sont payés? Voici des questions inaugurales. Il n'y a pas de comparaison à faire. On regarde sa réalité. Non, je ne compare pas. La gestion... Je vous parle savez, de moi, modèle. Je reviens toujours... Geoffroy. Il va terminer, Geoffroy. Alain, oui. Quand vous parcourez le monde, vous découvrez que payer une route pour la parcourir est en tout cas la chose la plus commune qui est faite. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays dans ce monde où l'usage ou le passage sur des Vous avez routes d'un totalement certain raison. niveau Mais dans ces pays, le pouvoir d'achat est très élevé. C'est-à-dire, C'est les pour gens ça ont que un nous niveau parlons- de On dit vie souvent, élevé. Oui, mais que c'est pour ça- comparaison n'est pas Voilà, raison. c'est pour nous, Après, on c'est- a des réalités qui sont c'est différentes. la Le revenu raison. par dans ces habitant en pays, Côte oui. d'Ivoire, c'est combien? 191 $, 95 000 francs CFA par mois. Mais Geoffroy, nous Par parlons de la Ivoirien. même Et si on chose. prend Alain, il va 48 terminer. Si on prend Non, 48 c'est moi qui 000 avais la francs dans le parole. mois pour payer la route, il reste combien? Non, mais écoutez, nous disons la même chose. Moi, je parle d'absence de concertation. Ici même, on a déjà, comme on dit, dénoncé les tarifs prohibitifs de ce péage. Et en plus, l'inéquité devant ce qui est un impôt. Nous l'avons dit ici. Pourquoi? C'est un impôt sur l'infortune. Le péage est long de 17 km. Moi, je vais à Bassam, donc le point d'entrée le plus proche. Je paye, admettons, 1000 francs. Mais celui qui va jusqu'à Bangourou, ou je ne sais pas, en tout cas plus loin, À Boisseau. à Boisseau, paiera la même somme alors qu'il aura parcouru une distance Beaucoup plus longue oui. que la mienne. C'est là où il y a l'injustice et l'absence de réflexion et d'anticipation. Parce qu'il y a tellement de gens intelligents en Côte d'Ivoire qu'on ne prend pas la peine parfois de consulter tel ou tel groupe de consommateurs, etc. Donc je pense qu'il y a une erreur que le gouvernement doit essayer de réparer. Il n'est jamais trop tard pour faire bien. Hein. Il faut Et surtout dans la réviser communication. voilà, dans la Dans la communication communication. et puis surtout de manière pratique pour rester au-delà même, pour aller au-delà de la communication, c'est réviser les tarifs de ce péage afin de faire baisser la tension. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'animations gronde, oui. et je pense que ce n'est pas la meilleure image pour le pays en ce moment. Il faut que le gouvernement se ressaisisse. Merci Alain. Rayana, qu'est-ce que l'État ou qu'est-ce que le ministère devrait faire pour soulager les populations? Ben, déjà, alléger le coût, qui a été les prix qui ont été fixés pour le péage. Est-ce qu'on peut Mais parler moi, de je coût suis idéal pour ce persuadée- péage? moi, Vous je suis- pensez à quel tarif, par exemple? Autour de 500 francs, pour être honnête. Comme le Et troisième je sais que Oui. ce sera vraiment la poire coupée en deux qui va montrer que l'État, en tout cas, a fait un effort. Mais pas qu'un effort, parce que je suis persuadée que si ça reste à ces tarifs, on va avoir une sorte de boycott venant de la population, même si elle n'est pas volontaire. Parce que ceux qui n'ont pas les moyens de payer pour ce passage ne vont juste pas y aller. Donc les objectifs économiques qui ont été fixés ne vont pas être atteints. Donc l'État n'aura de toute façon pas le choix que de revenir à des tarifs qui sont acceptables par la population et qui vont... Parce que quand on n'a pas d'alternative, on peut se permettre de maintenir ce prix. Mais il y a une autre alternative. Donc, à un moment, l'État n'aura pas le choix que de revenir, en tout cas, à ce qui est acceptable pour pouvoir générer, en tout cas, du profit à travers ce péage. Et puis, excusez-moi, juste d'un mot avant Élysée, le discours qui consiste à dire il y a l'ancienne route, je trouve cela méprisant. Parce qu'une fois encore, ce péage est financé par les deniers publics, c'est-à-dire que la dame, la maman qui est dans la rue, le travailleur public ou dans le privé, c'est l'argent des Ivoiriens qui finance ce Mais pourquoi péage. on n'a Ça pas peut eu ces mêmes discussions, je veux dire 5 ans plus tôt, 6 ans plus tôt, avec le troisième pont? Mais parce que Non. l'État... Quelle est la différence avec le troisième On pont? à la population. Oui. Élysée? Non, je crois qu'il faut comprendre quelque chose. Le troisième pont, le pont Parce que HKB... si moi je travaille Non, à Marcory et que j'habite à Angré et que je traverse tous les jours le pont pour aller travailler à Non, Marcory, je paye 1000 francs par jour Non, mais faut en comprendre plus que- de mon transport. Je suis Oui. d'avis, je viens. Il faut comprendre quelque chose. La construction du troisième pont de Makori
Je pense qu'on est tous en Côte d'Ivoire, hein, disons avant la construction du pont. Vous imaginez un peu les efforts qu'on était tous censés faire, passer par l'unique voie qui existait au stade Félix Houphouët pour arrêter Makori. Nous tous, on a vu dans la construction de ce pont-là, un pain béni. C'est-à-dire vraiment un avantage incommensurable. Et pour ça, tous les Ivoiriens étaient prêts à faire le sacrifice qu'il fallait. Parce qu'on estimait quand même que là, vraiment, on venait d'être soulagés. Et c'était quelque chose que le gouvernement essayait d'inculquer aussi dans l'esprit des Ivoiriens. Et les Ivoiriens l'ont accepté parce qu'on a commencé à... C'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est vrai même qu'au début, on a un peu grogné. Mais après, on a compris, on a vu l'utilité. Aujourd'hui, je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Les populations, ça, peut-être je vais surprendre un peu Geoffroy et autres, tout ça, mais les populations même savent aujourd'hui qu'elles sont pressées financièrement. Ça, aujourd'hui, là, elles ne s'attendent pas, elles n'attendent même pas même de voir quelque chose d'extraordinaire du gouvernement, honnêtement. Parce qu'elles savent qu'elles seront toujours pressées. Mais là où elles ne sont pas d'accord, elles estiment que la pression est trop forte. Pourquoi? Elles ne fustigent pas le fait de payer un péage. Est-ce que vous avez entendu un grognement ou un grincement de dents lorsqu'on a ouvert le péage après Anyama? Aujourd'hui, même à Abidjan, on ne savait même pas qu'il y a un péage après Anyama. Pourtant, il y a un péage pour ceux qui vont à Bengourou. Mais personne n'a parlé de ça parce qu'on a trouvé que le tarif était quand même raisonnable. On est habitué à ça. Mais vous avez vu comment, du coup, tous ceux... Dès qu'on a parlé du péage de Bassam, du montant, tout le monde a commencé à parler. Donc le problème aujourd'hui au niveau des Ivoiriens, ce n'est pas de ne pas contribuer. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, là, ils ont l'obligation de contribuer au développement de leur pays. L'entretien des routes, ils voient ce qui a été fait par le gouvernement. Et le gouvernement leur a dit, c'est là que vous donnez qu'on fait. Donc il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il faut qu'on soit raisonnable. Et puis, moi, il y a une chose, je me suis posé d'énormes questions. Vous savez, le péage, pour ceux qui connaissent peut-être la zone de Bassam, le péage fait frontière avec la zone franche. Vous savez ce que la zone franche représente pour la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Le péage fait frontière avec la zone franche. Et là, c'est en contradiction totale. Mais là, il y a un problème. Moi, je me suis posé d'énormes questions. Et même le lycée d'excellence est sur le chemin. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, je me suis dit, mais attends, une zone franche, quand on sait stratégiquement ce que la zone franche représente pour la Côte d'Ivoire, on barricade un péage juste à l'entrée de cette zone franche. Est-ce que finalement, c'est même pas la position même du péage déjà qui pose même problème? La localisation qui pose problème. Moi, j'estimais pour ma part qu'il était peut-être possible. Parce qu'en fait, l'esprit dans lequel le péage est fait dans l'esprit de l'autoroute Abidjan-Lagos. Oui. C'est-à-dire que l'autre autoroute qui doit aller jusqu'à la frontière ghanéenne qu'on doit construire. Et sur cette autoroute-là, selon en tout cas mes informations, selon les lectures que j'ai eues dans certains documents, il est prévu environ 2 ou 3 péages jusqu'à la frontière ghanéenne. C'est-à-dire 2 ou 3 autres péages. Non, pas 2. C'est-à-dire qu'en plus de ça, oui, on aura 1 ou 2 autres péages jusqu'à la frontière ghanéenne. Sur la même voie, jusqu'à la frontière ghanéenne. Voilà. On n'est pas sorti de l'auberge. Je me suis dit qu'on pouvait déjà exempter celui-là. Et puis peut-être prévoir le premier, soit après Beaunois, ou bien allant vers Boisson. Quelque part là-bas, j'estimais pour ma part que ça allait être beaucoup plus. On avait soulevé parce que là, à peine on sort du corridor d'Anani, à peine vous sortez d'Anani, à peine vous êtes devant un péage à payer, et puis là, voici le véhicule juste là. Selon vous, ça a été mal étudié? Oui, bon, je pense. Je n'irai pas jusqu'à le dire, mais je me dis qu'il y a des choses à voir. Ça n'a pas été étudié, en tout cas avec les bons critères d'études. Parce que quand on regarde, en tout cas dans les arguments, c'est basé sur des études qui sont faites à l'extérieur. À l'extérieur, il y a des péages qui sont au même montant. Ça ne colle pas avec la réalité ivoirienne. Ça ne colle pas avec la réalité. Le ministre Amédée Kouakou a dit c'est un tarif étudié et l'un des plus bas dans la sous-région. Oui, mais l'un des plus bas dans la sous-région. On ne peut pas juste comparer avec ce qui se passe dans la sous-région, parce que ce ne sont pas les mêmes réalités, ce ne sont pas les mêmes zones d'échange. On ne peut pas juste comparer. Je veux dire, il faut qu'on reste dans la réalité ivoirienne. La localisation, on en a parlé hier sur ce plateau, mais on disait encore, ce n'est même pas ce qui pose problème aux Ivoiriens, parce que quand on regarde la grogne, elle est basée sur les prix. Oui. On aurait mis ce péage à 500 francs. On n'aurait aucune grogne qui se serait faite. Chacun aurait le choix de l'emprunter ou de ne pas l'emprunter. Et quand Alain parle justement du fait qu'il y ait l'autre route et que c'est méprisant, ce n'est pas seulement méprisant, mais c'est aussi en contradiction avec ce qu'ils recherchent comme objectif financier. Parce que le fait qu'il y ait l'autre route, justement, ça va les contraindre à revenir à des tarifs qui sont acceptables. Mais au-delà même, je voudrais rajouter, je termine rapidement, 30 secondes. Je vais même ajouter, au-delà même du fait même que leurs chiffres économiques ne seront pas atteints, ou bien leurs objectifs économiques ne seront pas atteints, je pense même, moi c'est mon point de vue, ça va en contradiction avec le programme du président quand il parle de Côte d'Ivoire solidaire. L'objectif de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est quoi? C'est de permettre aux citoyens lambda qui a moins de pouvoir que tout le monde, de pouvoir partager, celui qui a plus de pouvoir, de pouvoir partager celui qui a moins. Donc vraiment permettre aux Ivoiriens d'être pratiquement au même niveau de vie, d'avoir
vraiment d'aider les plus faibles. C'est ce qu'on appelle la justice sociale. Mais quand on prend le programme, moi je suis allé lire, quand tu prends le programme social, le programme du gouvernement qu'il a appelé Côte d'Ivoire solidaire, mais tout est en faveur des populations défavorisées. Mais dans la pratique, on se rend compte que, bon, en fait, le programme est à côté, mais en fait, les décisions sont ailleurs. Donc c'est dans cela que je dis qu'il y a quelque part, il va falloir qu'il y ait une certaine cohérence dans la gestion des choses, en fait. Est-ce que finalement, ça sera encore plus cher de vivre à Abidjan? Parce que je parle d'Abidjan, je parle de Grand Abidjan, avec toutes les hausses qu'on a connues, l'inflation galopante et les péages qui soulèvent la grogne des populations. Est-ce que ça ne sera pas finalement difficile et cher de vivre à Abidjan? Si le gouvernement continue de faire la poche des contribuables, oui, ce sera d'abord non seulement plus cher de vivre à Abidjan, mais même de vivre dans les zones qui sont à la périphérie. Parce que Bassam était comme une zone refuge oui, où on allait d'abord. Oasis, voilà. pour se reposer, et puis aujourd'hui, on voit finalement que le fait que vous alliez à Bassam n'est plus un avantage. Au contraire, vous allez payer entre 30 000 et 100 000 francs d'impôts, excusez-moi, pour ceux qui passent au péage, ça fait quand même beaucoup. Donc si vous louez un logement à 100 000 francs à Bassam, considérez qu'il vous coûtera environ 200 000 francs par mois. Voilà. Donc je pense que là, il n'y a pas pire forme d'injustice que cette obligation qui est faite aux citoyens, parce que celui qui est pressé, celui qui veut aller au travail parce qu'il veut éviter les embouteillages, oui. il sera contraint d'utiliser le péage. Quand on regarde tout ce développement qui se fait dans la ville d'Abidjan, quand on regarde cette hausse, en tout cas au niveau des prix, toute la cherté de la vie, toutes les grognes, etc., on remarque en tout cas une pression qui appelle quand même à repenser à un plan de décentralisation dans d'autres zones. Parce que Abidjan va être saturé non pas seulement sur le plan démographique, mais aussi sur les capacités, les pouvoirs d'achat des plus défavorisés. Donc, à un moment, il faudra vraiment reprendre en main la question de la décentralisation, qui peut être une solution. Il ne faut pas que les plus démunis soient les victimes de cette inflation artificielle, en plus de la réelle, celle qui est créée par des décisions qui, pour moi, ne sont pas suffisamment réfléchies. Aussi, par ailleurs, un problème de gouvernance. Ici, on a vu la verticalité de la gouvernance, c'est-à-dire que l'État est là et il impose les décisions. Alors qu'il faut ce qu'on appelle... pas des décisions concertées. Oui, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative, la démocratie de proximité. Bassam, il y a une commune là-bas. Bien sûr. Abidjan, c'est un district. Il y a des opérateurs économiques, il y a la société civile. L'État aurait dû, n'est-ce pas, associer les uns et les autres pour trouver un tarif commun qui irait des choses. Donc il faut changer de méthode de gouvernance. Jusqu'où vous pensez que les usagers et le fer iront dans ce bras de fer? Oui, bon, j'aime bien votre jeu de mots. J'aime bien votre jeu. Non, je pense qu'il n'y a pas de bras de fer à faire. Le gouvernement gouverne pour les Ivoiriens. Et le pont a été construit avec l'argent des Ivoiriens. Et le fer qui gère est un service public, donc est financé par l'impôt des Ivoiriens. Donc les Ivoiriens ont pris l'argent pour construire leur pont et on leur dit maintenant pour passer sur ce pont-là, il faut payer 1000 francs. Ils disent non, c'est trop cher, nous on veut payer. Elle a parlé de 500, je pense que 200 c'est mieux. 200 c'est mieux. 200, 500, les jeux sont faits. Rapidement, juste une question. Est-ce que vous allez emprunter ce péage pour vous rendre à Bassam-Ouassini? Moi, je l'ai déjà fait. Oui. Dimanche dernier, je partais à Sini. Oui, bon, on n'était pas nombreux, mais bon, je l'ai fait et au retour également. Geoffroy? Je pense que dans une démocratie, on ne devait pas contraindre les gens à agir. C'est la liberté. Or là, le gouvernement nous contraint à emprunter l'ancienne voie. Oui ou non, oui ou non. Et c'est ce que moi je fais. J'emprunte l'ancienne voie parce que je fais partie des Ivoiriens qui n'ont pas d'argent. Élysée? Bon, moi, franchement, je n'ai pas d'intérêt dans la zone intérieure. Je n'ai pas d'intérêt dans la zone, en tout cas, pendant ces derniers temps. Maintenant, si je dois partir, je vais aviser. Ça dépendra. Si je vais pour des urgences qui m'empêchent de pouvoir... Dans les sondages, ça s'appelle ne sait pas, ne se prononce pas. Quand Alain m'a dit qu'il avait emprunté la nouvelle voie, j'avoue que j'ai eu hâte de l'emprunter. Donc je pense que la prochaine fois que j'irai à Sini, je l'emprunterai juste pour voir si elle vaut le prix. Voilà. Nous allons à nouveau marquer une pause et on revient juste après. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous posons cette fois-ci les pieds dans l'eau. Abidjan et la Côte d'Ivoire est sous l'eau, mais particulièrement Abidjan, qui subit depuis quelques jours des catastrophes liées aux inondations et dues à cette forte pluie. Et de sources gouvernementales,
On sait que le bilan est passé de 4 à 7 morts, donc dans la soirée du mardi 21 juin. On a eu également beaucoup de dégâts matériels dus à ces intempéries. Pourquoi on se retrouve encore chaque année à vivre ce type de situation malgré les campagnes de sensibilisation? On a même eu une campagne qui a été lancée dernièrement par le ministère de l'Assainissement pour déguerpir les populations des zones à risque. Malgré ça, on se retrouve quand même avec des morts. Geoffroy. Oui, parce qu'on pose mal le problème. Un problème mal posé ne peut pas être solutionné. La question ici est purement politique. Et elle a dit tout à l'heure, Abidjan ne peut plus tenir sur le poids de sa démographie. Abidjan est saturé. Abidjan est saturé. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, selon le dernier recensement, c'est 28 millions. Oui. Abidjan, c'est 6 millions. C'est-à-dire 25% de la population ivoirienne vit à Abidjan. Un Ivoirien sur 4 est à Abidjan. Abidjan, c'est 2119 km². Ouais. La densité de la Côte d'Ivoire, c'est 87 habitants au kilomètre carré. Abidjan, c'est, tenez-vous bien, 2835 habitants au kilomètre carré. On a pété les scores. Là. Et évidemment, ça a des conséquences au niveau du logement, au niveau de l'habitation. Nous sommes obligés, les populations sont obligées d'aller habiter dans des zones inhabitables. Vous voyez, quand vous voyez par exemple la Palmeraie, on n'a pas besoin d'être un géologue ou bien une chose pour savoir que c'est une zone qui est totalement inhabitable. Mais pourquoi les gens y sont? Aujourd'hui, Abidjan s'étend à des choses. La solution est simple, elle est politique. C'est le transfert de la capitale à Yamoussoukro. La décentralisation dont parlait Rayana. Justement, elle a bien posé la question. C'est le problème, c'est le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est 450 000 habitants actuellement. Donc il y a du monde. Pourquoi ça met autant de temps? Mais c'est une question de volonté politique. C'est clair. C'est pourquoi je dis que le problème est politique. C'est ça la gouvernance. On ne peut pas continuer de faire d'Abidjan une métropole totalement invivable. Ça va poser désormais un problème environnemental. Avec le réchauffement climatique, avec l'effet carbone, avec ces voitures, etc. La solution, mais malheureusement, la réponse politique ne vient pas. Pourquoi? Parce que en rénovant le palais présidentiel, enfin la maison présidentielle, on vient de construire une nouvelle maison présidentielle, ça veut dire que on n'est pas prêt pour partir. On n'est pas prêt pour partir. Finalement, malgré tous ces plans qui sont faits dans l'urgence, il y a des morts, il y a des catastrophes. Est-ce qu'on ne remet pas en question également la discipline des populations? On parle souvent de canalisation bouchée, on parle souvent de maisons qui sont placées dans des endroits à risque. Est-ce que le point le plus alarmant, c'est le fait que peut-être les populations n'écoutent pas? Je pense qu'on ne choisit pas de vivre à Mossikro. Et ceux qui y vivent, c'est en fonction de leurs revenus. Tout le monde aurait aimé vivre dans d'autres zones qui sont à l'abri de ce genre de catastrophes. La question de fond, c'est l'accès d'une majorité de la population au travail. Quand on a des revenus suffisants et décents, alors on peut se trouver un logement décent. En même temps, il faut une politique de l'État pour offrir la perspective de logement décent à la majorité de la population. On parlait l'autre fois d'habitation à loyer modéré ou les logements sociaux, etc. HLM. Tout à l'heure, Élisée évoquait la Côte d'Ivoire solidaire. Mais la Côte d'Ivoire solidaire, c'est cela. C'est du travail pour une majorité des Ivoiriens et puis des logements pour les familles. Or là, qu'est-ce qu'on constate? À chaque saison des pluies, on revoit des images qui nous rappellent l'année écoulée. Donc, il faut trouver une solution. Et sur le transfert de la capitale, je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure solution parce qu'aujourd'hui, Yamoussoukro n'a pas de tissu économique digne de ce nom. Vous allez amener des centaines de milliers de personnes dans cette zone et qu'est-ce qu'il faut faire? Ou alors il faut... Non, ça va certainement suivre. Si les administrations s'installent dans cette zone, mais la meilleure solution, les commerces vont suivre. La meilleure solution pourrait être une ville nouvelle à la lisière d'Abidjan, c'est-à-dire dans la zone de Yopougon où il y a une vaste zone industrielle. Et ceux qui travaillent dans cette zone sont parfois obligés de traverser Abidjan pour aller se loger à Koumassi, repartir dans l'autre sens, d'autres à Bobo, etc. Donc peut-être l'idée, c'est de voir autour d'Abidjan s'il n'y a pas la possibilité de construire quelque chose de nouveau qui permette d'absorber ce flux de population et puis bon, libérer un peu Abidjan. Qu'est-ce que vous pensez du travail de l'ONPC? On a reçu le colonel sur ce plateau qui est venu expliquer l'exécution des plans d'urgence dans ce genre de situation. Qu'est-ce que vous pensez de la réactivité de l'ONPC et de tous les services de sauvetage? Non, moi je pense que ça, je vais profiter en tout cas de l'antenne pour le dire, pour féliciter l'ONPC et puis le GSPM. Vraiment, ces unités de secours ont fait leur travail et continuent de travailler avec acharnement.
il suffit juste même de voir un peu la perception aujourd'hui que la population a vis-à-vis de ces structures-là. Il y a 10 ans en arrière, ce n'était vraiment pas ce même regard. Aujourd'hui, franchement, il faut reconnaître que ces structures-là vraiment travaillent sur le terrain. Et moi, je voudrais aller un peu dans le sens de ce que M. Geoffroy a dit. Je crois que l'une des solutions pour moi, je pense effectivement, c'est vraiment d'aller dans ce sens-là. Cette volonté politique de pouvoir transférer la capitale politique à Yamoussoukro, la rendre effective. C'est important. Franchement, c'est important. Et puis, on a des exemples qui nous montrent que ça peut se faire avec succès. Des pays qui sont moins développés que nous, qui l'ont fait. Moi, j'ai été au Cameroun. Tu arrives à Yaoundé, toute l'administration politique est à Yaoundé. Le président et tous les ministères sont à Yaoundé. Tu arrives à Douala, tu as le pouvoir économique, c'est-à-dire que tous les industriels, parce que c'est le bord de mer. Donc, c'est des choses qui peuvent être... c'est trop tard, on ne pourra pas... C'est des choses qui peuvent entrevoir. Le faire parce qu'une chose est sûre, une chose est certaine. On a beau faire des efforts, l'espace terrestre là, ça a sa limite de support. Ça veut dire que c'est une limite. Mais est-ce qu'au-delà de laquelle, que tu le veuilles oui ou non, au-delà de cette limite-là, ça va On est d'accord. Parce que tout à l'heure, Edith posait la question. Je rebondis sur cette question. Oui. Est-ce qu'au-delà de transférer la capitale, de transférer les administrations et la présidence à Yamoussoukro, par exemple, est-ce qu'au-delà de ça, il ne faudrait pas créer d'autres pôles économiques dans les régions? Bien évidemment, c'est ça que ça consiste. Parce que de toute façon, même si on met la présidence à Yamoussoukro, il faut que les populations qui vont s'installer à Yamoussoukro puissent mener des activités, puissent avoir à proximité des spots de transaction, des spots de commerce, etc. C'est pas ça. Quand on parle de décentraliser, c'est vraiment urgent. Parce que tout à l'heure, tu posais la question de savoir est-ce qu'il faut sensibiliser plus la population? Est-ce qu'il y a la discipline de la population qui est en jeu? Mais je me mets dans la peau de celui qui ne travaille pas, qui habite dans ce qu'on appelle communément les baraques, qui sont perchées là où il y a une fente de la route et qui peuvent tomber à n'importe quel moment. Quand on le sensibilise et qu'on lui dit de faire attention parce que, par exemple, la Sodexam lance une alerte, quelles que soient toutes les précautions qui sont prises, où cette personne part? C'est ça aussi la question, où cette personne part? Et même quand on lui demande de déguerpir, cette personne va où? Et quand on demande aux personnes de désengorger la ville d'Abidjan, mais ils vont partir parce que tout est concentré à Abidjan, en fait. Donc, je voudrais rassurer tout de suite Edith pour dire que ce que nous sommes en train de dire là, ce n'est pas une solution que nous sommes en train de donner au gouvernement. C'est planifié. Dans le document du gouvernement, ils ont ça, c'est prévu. C'est-à-dire la décentralisation est prévue. Vous savez, par exemple, que dans le programme du gouvernement... Tu parles du PND? Dans le PND, comme dans le plan de développement généralement de la Côte d'Ivoire, c'est prévu. Vous savez, par exemple, qu'il est prévu 9 agropoles au sein de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que des zones qui ont été choisies, réparties sur tout l'étendue du territoire, où on va développer les cultures agricoles, qui seront des zones où ces agriculteurs seront développés. Il est prévu de déplacer comment dirais-je, la capitale. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui là, c'est pas qu'on est en train de donner des solutions nouvelles. C'est des choses déjà que le gouvernement a. Il suffit juste de mettre en application, c'est tout. Et des choses qui devraient se faire avant 2025. C'est pas des choses c'est pas des solutions qu'on est en train de donner. On est juste en train de demander que ce qui était prévu de le faire. Enfin, je dis, ça ne se fait pas par un coup de baguette magique. C'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'on dit à l'air. Non, mais après, je veux dire, il y a un début, on a eu une volonté politique, il y a un début. Si la capitale devait être transférée depuis 1983, ça fait bientôt 40 ans, je pense que peut-être autour de 90 ou 2000, cela aurait pu être fait. Maintenant, je pense que c'est un peu mort. Parce que Abidjan, c'est... C'est mort, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Ce qu'on peut faire, c'est d'apporter quelques pistes de solutions au problème de la ville d'Abidjan, en délocalisant, en tout cas en faisant la ville, une extension de la ville vers le nord, parce qu'à partir de Yopougon, Azagué et autres, il y a de l'espace, il y a de la forêt, etc. Le grand Abidjan. Voilà, on peut y bâtir quelque chose. L'autre chose qu'on peut également faire, c'est ce qui est en train de se faire naturellement, oui, non, mais il faut que ce soit structuré. Et le gouvernement peut lancer l'idée d'une ville nouvelle autour de la zone industrielle. Là, il y a déjà du travail. Vous voyez, donc on peut avoir des logements, des écoles, des universités, etc. Mais seulement ça va attirer encore la population rurale. Oui, mais tant mieux. Des autres villes vers Abidjan et il aura toujours la pression il parle de désengorger Abidjan. Cette population va rester dans cette nouvelle ville, dans cette ville nouvelle. C'est tout ça le grand Abidjan en fait. Il parle du grand Abidjan. Parce que regardez, comme je il y a Abidjan et puis il y a le grand Abidjan. Parce qu'en moins de 5 ans, la population d'Abidjan a augmenté de 50%. En 2014, c'était 4 millions. Aujourd'hui, c'est 6 millions. C'est-à-dire que dans 5-6 ans, on va atteindre 10 millions.
Donc je pense qu'il faut prendre une mesure. Et comme l'a dit si bien Élysée, nous ne sommes pas en train de donner des solutions. Ça existe tout déjà. Ça existe déjà. Il faut mettre ça En Mais application. il y a aussi la Ryan, question, oui. il y a aussi la question des infrastructures, des urbanisations et tout, parce que quand on regarde les images, il n'y a pas que les zones d'habitation dont on parle qui sont touchées. Moi, je me rappelle qu'on ne pouvait même pas aller au plateau quand les pluies ont commencé, parce qu'il y a eu un grand étang d'eau. Voilà, il y a des voies, il y a des autoroutes qui sont carrément inondées à des centimètres d'eau. Donc, je pense que la question aussi ne se situe pas qu'au niveau des populations. C'est vrai qu'on en parle parce que c'est vrai que ça cause des morts. Dans les habitations des personnes qui se réveillent sous les eaux, c'est sûr que c'est pas agréable et qu'on n'a pas envie de voir ça d'ici l'année prochaine. Mais il faut aussi penser à un plan d'urbanisation efficace, parce que c'est vrai qu'on en parle, on a l'impression que quelques efforts sont faits, mais ça ne va pas toujours au bout, etc. C'est pas la seule question. Comme Élysée le dit, ça existe déjà, mais il faut juste l'appliquer tout simplement. Geoffroy, il y a des zones qui sont totalement inhabitables. Vous savez qu'il y a, Non, c'est vrai. il y a des milliards d'années, à la Palmeraie, il y avait toujours inondation. Mais puis que c'était la milliards forêt. Oui. Oui, non, Personne ne personne s'en ne plaignait. personne On a personne juste ne une savait. minute, oui. Voilà, Une personne ne petite savait minute. parce Rappelle-nous une que trentaine et d'années puis en arrière. lorsqu'il pleut, Rappelle. avec les racines de l'eau, ça permet de retenir l'eau et l'eau va à chaud. Maintenant, il n'y a plus. Ouais, prenez le cas de la rue Ministre. Mais quelle idée de venir construire quelque chose là? C'est le passage de l'eau. Toutes ces inondations que vous voyez, c'est quoi? C'est parce qu'on oblige l'eau à dévier son passage naturel. Vous comprenez bien? Donc, c'est un défi que nous lançons à la nature. Et comme la nature est plus forte que nous, elle nous le montre. En tout cas, on espère que malgré toutes ces difficultés que rencontrent les populations pendant cette saison de pluie, on espère qu'il n'y aura plus de pertes en vie humaine, on espère qu'il n'y aura pas de dégâts matériels, qu'il n'y aura plus de dégâts matériels. En tout cas, courage à toutes ces populations et surtout aussi courage à nos très chers collègues André Bois et Brice Hano qui sont malheureusement alités. On vous envoie dans la force. On espère vous voir et j'espère vous voir très vite ici. Et voilà, c'est ici que prend fin notre émission. Merci à vous, merci Rayana, merci Edith, Élysée, surtout. merci Alain, merci Geoffroy pour ta disponibilité. Merci Edith, notre animatrice ce soir. Exactement, la brissette, il paraît, du jour. Je vous donne rendez-vous demain. Peut-être que ça sera André Bois, peut-être que ça sera Brice Hano. On verra. Ou En tout peut-être cas, ça sera Edith encore. peut-être. D'ici là, je vous dis à demain et surtout, que Dieu vous garde et que Dieu nous garde. À bientôt, Andrea. À bientôt, Alain.